La Seconde Guerre mondiale n'a pas été une guerre traditionnelle. Elle a été une croisade religieuse des démocraties pour laminer l'Allemagne nationale-socialiste. Encore une fois, les guerres traditionnelles étaient des guerres de prestige dans les siècles passés, des guerres territoriales, des guerres pour des motifs économiques. Ce n'est pas le cas de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est une guerre idéologique qui va se muer très rapidement en croisade religieuse d'extermination. Je voudrais vous le montrer aujourd'hui. On dit souvent, mais non, la Seconde Guerre mondiale, elle a eu lieu parce que Hitler avait envahi la Pologne et après déjà tout ce qu'il avait fait, eh bien, on lui reprochait, il voulait conquérir l'Europe, voire le monde entier. C'est entièrement faux. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, je n'y reviendrai pas aujourd'hui, mais je vais quand même résumer. Ce que Hitler voulait, c'était redresser les injustices du traité de Versailles qui avait été imposé à l'Allemagne en 1919 après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. Je vous rappelle que les Alliés avaient imposé à l'Allemagne une paix de vengeance. Cette paix de vengeance, elle commençait avec l'article 231 du traité de Versailles qui contraignait l'Allemagne à reconnaître sa responsabilité totale dans le déclenchement de la guerre. Et à partir de là, on disait, puisque l'Allemagne reconnaît qu'elle est totalement responsable, elle va devoir rembourser tous les dommages de guerre et elle va devoir payer pour tout le mal moral, etc., qu'elle a fait. Et c'est ainsi que l'Allemagne a été traitée, on lui a volé des territoires, on lui a volé des richesses, etc. Et la plus grande iniquité du traité de Versailles, c'était d'avoir coupé le pays en deux. Parce que le pays avait été coupé en deux, je vous rappelle, on avait détaché de l'Allemagne la Haute-Silésie. Pourquoi ? Pour donner un accès à la mer, à la Pologne, que le traité de Versailles avait ressuscité, enfin que la paix de 1919 avait ressuscité. Donc, on ressuscite la Pologne en 1919, et pour lui donner un accès à la mer, on coupe l'Allemagne en deux, on détache la Haute-Silésie, et on crée un couloir qui arrive sur la ville de Danzig. Hitler, en août, enfin bien avant, mais surtout en août 1939, réclamait Danzig et le corridor. Et c'était légitime. Même des antinazis reconnaissaient la légitimité de cette demande. Et je vais aujourd'hui vous donner de nombreuses citations pour vous prouver ce que j'avance. À propos de la légitimité des revendications d'Hitler sur Danzig et le corridor, en mars 1933, Guy Gérame, dans Le Réveil et les combattants, donc Guy Gérame est un anti-nazi, écrit « Qu'aurait-on dit si en France, sous le prétexte de donner un débouché maritime à la Suisse, on ait fait passer sous la domination étrangère un couloir large de 80 km de Genève à Marseille. Cependant, c'est exactement ce que le traité de Versailles a permis de faire à travers le territoire allemand au moyen du couloir polonais. » C'est exactement ça. Qu'auraient dit en 1919 les patriotes français, et même les Français tout court, si au terme d'une guerre perdue, on avait dit « bon, la Suisse doit avoir un débouché à la mer, donc on va de Genève à Marseille, on va faire un couloir qui appartiendra désormais à la Suisse et qui va donc séparer la France en deux avec les Alpes-Maritimes et puis la France de l'autre côté, séparée par un couloir de 80 km. » Comment auraient réagi les Français ? C'est exactement ce qu'on avait fait à l'Allemagne en 1919. Et donc Hitler n'avait jamais caché qu'il voulait récupérer ce couloir et Danzig.
Et en haut lieu, on le savait. On savait pertinemment qu'Hitler ne voulait pas détruire la Pologne. Ce n'était pas son objectif. Il ne voulait que récupérer ce qu'il avait demandé. Et un document démontre cela. Parce que lorsqu'Hitler, le 1er septembre 1939, lança ses armées à l'assaut de la Pologne, la France et l'Angleterre lancèrent à l'Allemagne un ultimatum en disant « Vous devez cesser cette agression, sans quoi on vous déclarera la guerre ». Et Hitler n'a pas répondu tout de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'ambassadeur français à Londres communiqua au gouvernement français, et voici ce qu'il dit. Le gouvernement britannique se demande si le chancelier Hitler n'ajourne pas délibérément sa réponse pour développer son emprise sur le territoire polonais. Une fois occupées les positions qu'il aura jugées nécessaires, il se retournera vers les autres puissances en déclarant qu'il ne veut pas poursuivre la guerre avec la Pologne, qu'il a repris Danzig, rétabli l'autorité allemande dans le corridor et porté secours aux minorités allemandes, mais qu'il est disposé à faire une paix magnanime. Donc ça veut dire qu'en Angleterre, on le sait pertinemment. Lorsque Hitler aura récupéré Danzig et le corridor, il n'ira pas plus loin, il dira « c'est bon, c'est bon ». Et qu'est-ce que va faire Hitler le 6 octobre 1939 ? Une fois la Pologne vaincue, il va proposer la paix à la France et à l'Angleterre. Donc c'est son fameux discours totalement oublié aujourd'hui, dans lequel il dit, voilà, j'ai réglé le cas de la Pologne, je l'ai réglé avec la Russie, donc l'URSS, la Pologne sera réduite à un gouvernement qu'on appellera le gouvernement général, etc. Maintenant, je voudrais que l'on signe une paix, mais pas une paix juste maintenant, je voudrais une paix avec une réorganisation de l'Europe qui soit une réorganisation qui n'ait rien à voir avec celle de 1919. Et les démocraties vont refuser parce qu'elles veulent détruire l'hitlérisme. Mais ça, il n'y a rien de secret. Il n'y a absolument pas de secret chez les démocraties. La Pologne n'est qu'un prétexte. On s'en moque complètement, en fait, de la Pologne. Et ça va apparaître très rapidement. Dès les premiers jours de septembre 1939, les armées polonaises reculent. On sait pertinemment, n'importe quel militaire vous dit « bon, pour la Pologne, c'est cuit ». Et à ce moment-là, au Japon, il va y avoir des rumeurs qui vont circuler dans les milieux diplomatiques, comme quoi, sans doute, l'Angleterre, quand la Pologne se sera effondrée, acceptera de négocier la paix avec l'Allemagne. Et le Foreign Office, donc le ministère des Affaires étrangères anglais, fait parvenir une note à l'ambassade d'Angleterre à Tokyo. Dans cette note, le ministère des Affaires étrangères anglais charge l'ambassade de, je cite, « démentir formellement les bruits selon lesquels le gouvernement britannique consentirait à une cessation des hostilités si la Pologne était conquise. » Et le gouvernement ajoute, le gouvernement britannique, « même si la Pologne est conquise, ce qui n'est nullement une certitude, cela ne fera que renforcer la détermination de l'Angleterre de détruire l'hitlérisme. » Voilà. Le véritable objectif de la guerre est annoncé. La Pologne, même si elle perd, même si on ne peut plus rien faire pour elle, ce n'est pas grave. Ce que l'on veut, c'est détruire l'hitlérisme. C'est ça notre véritable objectif. Et la meilleure preuve, c'est qu'en 1945, les Alliés qui avaient volé au secours de la Pologne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont livrer la Pologne à Staline, qui n'avait absolument pas la réputation de sauvegarder l'indépendance des petits pays qui rentraient sous le giron de l'URSS. C'est-à-dire que les Alliés, en 1939, déclarent la main sur le cœur qu'ils partent pour défendre l'indépendance de la Pologne, et en 1945, ils abandonnent la Pologne à Staline, parce que ça ne les intéressait pas, la Pologne. Pourquoi ça ne les intéresse pas? Parce que c'est une lutte idéologique. Une lutte idéologique que l'Amérique et l'Angleterre ont déclarée tout de suite à l'Allemagne nationale-socialiste. Et il faut savoir que, dès janvier 1939,
l'ambassadeur polonais à Washington avait averti son gouvernement que Roosevelt continuait une politique, mais elle a renforcé une politique sur 4 points. Premier point, il engageait une politique étrangère hostile aux États totalitaires. Donc Roosevelt le dit, j'engage une politique étrangère qui sera hostile aux États totalitaires, c'est-à-dire, comprenez, aux États fascistes. Deuxièmement, il va préparer son pays à la guerre avec plus d'1 milliard de dollars consacrés aux armements. Donc Roosevelt dit tout de suite, oui, on prépare la guerre. Troisième axe, préconiser à la France et à l'Angleterre de refuser tout compromis avec les États totalitaires et de n'engager, je cite, aucune discussion ayant pour but des modifications territoriales quelles qu'elles soient. Donc dès janvier 1939, Roosevelt dit, Hitler qui commence à réclamer Danzig et le corridor, niet. Il ne faudra pas qu'il les ait. Quatrième axe, donner son assurance morale qu'en cas de guerre, les États-Unis interviendraient activement aux côtés de la France et de l'Angleterre, déjà en leur fournissant l'argent et les matières premières nécessaires. Donc dès janvier 1939, Roosevelt dit, rassurez-vous, en cas de guerre, l'Amérique sera derrière vous, déjà en vous livrant du matériel et des matières premières, et naturellement, après, en participant activement à la guerre. Donc, dès janvier 1939, mais ça c'était avant, mais dès janvier 1939, vraiment, l'Amérique avertit la Pologne, oui, nous sommes en guerre idéologique contre l'Allemagne nationale-socialiste et nous allons mener cette guerre. Les USA ne visent que l'Allemagne nationale-socialiste et accessoirement l'Italie fasciste, mais c'est tout. Ils ne visent aucun autre État. Les autres États peuvent faire ce qu'ils veulent. Et la meilleure preuve, elle va être fournie en décembre 1939. Début décembre, qu'est-ce qui se passe? L'URSS attaque la Finlande. L'URSS s'en prend à un petit pays qui n'a rien fait. Va-t-on déclarer la guerre à l'URSS? C'est le moment. Non, on ne déclare pas la guerre à l'URSS. Quelques mois auparavant, le 27 septembre, lorsque l'URSS avait envahi la deuxième partie de la Pologne, on n'avait pas déclaré la guerre non plus. Donc, septembre 1939, l'URSS attaque la Pologne à son tour. Là, les démocraties ne déclarent pas la guerre. Décembre 1939, l'URSS agresse la Finlande. On ne lui déclare pas la guerre. On se dit, elle va juste être exclue de la SDN. Pour Staline, pas très important. Et le 28 juin 1940, l'URSS envahit la Bucovine du Nord et la Bessarabie, qui appartenaient à la Roumanie. Encore 2 agressions. Déclare-t-on la guerre à l'URSS? Bon, la France, elle est hors course cette fois, le 28 juin 40, ou quasiment. Mais est-ce que les USA et l'Angleterre se liguent pour déclarer enfin la guerre à l'URSS? Non. L'URSS peut le faire. On ne déclare pas la guerre à l'URSS. Donc Hitler comprend parfaitement que l'essence de cette guerre n'est pas du tout traditionnelle. Ce n'est pas une guerre territoriale. Ce n'est pas une guerre pour des suprématies politiques. C'est une guerre idéologique pour l'éradication du national-socialisme. Et lorsque Hitler constate que l'URSS peut se permettre tout ce qu'elle veut sans être attaquée, il comprend que dans cette guerre idéologique, à un moment ou à un autre, l'URSS va se retourner contre l'Allemagne. Et à partir de la fin 1940, il répète à ses généraux, on le saura à Nuremberg, il n'y a plus aucun doute que l'Angleterre met ses espoirs dans un conflit sur le continent, parce qu'autrement, elle aurait déjà abandonné la guerre dès Dunkerque. Et oui, fin août 40, finalement, l'Angleterre est complètement seule face à l'Allemagne. L'Angleterre a été obligée de rembarquer ses soldats à Dunkerque. L'Angleterre n'est pas prête. Normalement, l'Angleterre devrait dire, bon, ben écoutez, on n'a pas pu intervenir pour la Pologne, c'est fini. On ne peut pas attaquer l'Allemagne qui est beaucoup trop forte pour nous, donc on va signer une paix de compromis. Mais l'Angleterre ne le fait pas. Et donc Hitler dit, ah, si elle ne le fait pas, c'est qu'elle met déjà ses espoirs dans une guerre sur le continent. Or, ce sera l'URSS. Et Hitler poursuit, on a déjà certainement conclu des accords sous le manteau. Les préparatifs russes sont indubitables et un jour, soudain, on essaiera de nous faire chanter froidement sur le plan politique ou alors on nous attaquera. Donc dès fin 1940, Hitler se doute que l'URSS
joue le jeu des alliés. C'est pas possible, sinon l'Angleterre aurait abandonné. La confirmation viendra fin mars 1941. C'est le coup d'État en Yougoslavie. Il y avait un gouvernement yougoslave qui était favorable à l'Allemagne. Fin mars 1941, il est renversé. Les services secrets allemands préviennent. C'était un coup qui avait été préparé par la Russie avec le soutien financier de l'Angleterre. Et à Nuremberg, Göring dira « C'est précisément ce putsch qui ôta au Führer les dernières illusions qui pouvaient lui rester, pouvant croire que la Russie n'attaquerait pas l'Allemagne. » Et toujours à Nuremberg, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Hitler, Joachim von Ribbentrop, dira « Gravement préoccupé par le fait que tôt ou tard, la Russie d'un côté et les États-Unis avec l'Angleterre de l'autre se dresseraient contre l'Allemagne, Hitler devait donc s'attendre d'une part à une attaque de la Russie et d'autre part à une attaque combinée des États-Unis et de l'Angleterre, ce qui se traduirait par une attaque de grande envergure à l'Ouest. Toutes ces considérations firent que le Führer, après réflexion, décida de faire lui-même le premier pas et de déclencher une guerre préventive contre la Russie. Et Göring précisera, le Führer faisait le calcul suivant. Avant que l'Amérique en ait fini avec ses armements et la mobilisation de son armée, il aurait brisé l'avance russe par une attaque subite, il aurait écrasé les troupes russes à tel point qu'elles ne représenteraient plus qu'un danger insignifiant en cas de lutte contre les Anglo-Américains sur le continent. Et donc le 30 avril, Hitler fixe l'attaque de l'URSS le 22 juin. Aujourd'hui on dit Hitler était un mégalomane et soudainement il s'est dit « Bon, eh bien maintenant que je suis tranquille à l'ouest, que l'Angleterre ne peut plus rien faire, je vais attaquer la Russie, je vais attaquer un nouvel allié. Mon pacte de non-agression, c'est un chiffon de papier. » C'est pas du tout ça. En fait, à partir du moment où Hitler s'est dit « Bon, l'URSS nous trahit dans le dos, elle est déjà en pourparlers avec l'Angleterre, donc avec l'Amérique, nous avons un risque, un double risque. D'un côté, l'Angleterre et les États-Unis, de l'autre, l'URSS. On ne peut pas attendre que les deux nous attaquent en même temps. Ce n'est pas possible. Et il a repris la doctrine de Napoléon, qui consistait à dire « on attaque en premier ». On attaque pour détruire un adversaire, afin, après, de pouvoir faire face à l'autre, de mettre toutes ses forces pour faire face à l'autre, parce qu'on ne peut pas faire une guerre sur deux fronts. Ça a été le calcul d'Hitler. On va écraser l'URSS pendant qu'il en est encore temps. Il faut en outre savoir que depuis plusieurs mois, les services secrets allemands, qui avaient quand même certaines informations, avaient noté un accroissement terrible des divisions russes, enfin soviétiques, à la frontière. Hitler en avait conclu qu'à un moment ou à un autre, il y aurait une attaque surprise. Alors aujourd'hui, on dit, c'est pas vrai, Hitler s'est trompé. Peut-être qu'il s'est trompé, mais moi, bon, je pense pas, mais peut-être. Mais dans le contexte du moment, il y avait un risque. Et Hitler ne pouvait pas se permettre de prendre ce risque, il ne pouvait pas se permettre d'attendre. Donc, Hitler va faire le pari que l'on peut écraser l'URSS par une attaque surprise, comme il a écrasé la France avec une première attaque. Mais son calcul échoue. Son calcul échoue puisque, je vous rappelle, à partir de la fin novembre, un hiver russe très rude tombe sur la Russie et ses armées sont bloquées, pas loin de Moscou, mais elles sont bloquées. Donc, l'URSS n'a pas été écrasée. Et à ce moment-là, dans cette guerre que Hitler sait être une guerre à mort, il y a un événement important qui va se profiler. Il faut savoir, fait que l'on ignore en général, c'est que depuis des mois, les USA menaient une guerre larvée contre le Japon. Le Japon était une petite île et il ne pouvait vivre qu'en commerçant avec des pays donc qui étaient au-delà des mers, puisque le Japon était une île. Et depuis des mois, l'Amérique avait organisé une politique de blocus du Japon. Une politique qui menaçait d'asphyxier le Japon. Le Japon a tout tenté pour arriver à un accord avec les USA, pour qu'ils desserrent, voire qu'ils cessent cette politique de blocus. Les derniers efforts ont été faits fin novembre. La vanité de ces efforts est vraiment apparue le 2 décembre 1941. Or, le 4 décembre, la Chicago Tribune révèle que Roosevelt est prêt à partir en guerre et veut partir en guerre. Alors Roosevelt sait qu'il est très difficile de partir en guerre contre l'Allemagne.
Parce que Hitler, lui, ne voulant pas une guerre avec les USA, notamment, avait donné l'ordre à ses navires, à ses sous-marins, de ne pas tirer sur des navires inconnus et d'éviter toute erreur avec un navire américain. Roosevelt sait qu'il va être très difficile d'obtenir un casus belli avec l'Allemagne. Mais il sait qu'avec le Japon, en l'asphyxiant, le Japon va sûrement vouloir en sortir, desserrer l'étau et faire un casus belli. Et lorsque la Chicago Tribune dit oui, la politique de Roosevelt, c'est une politique qui mène les USA à la guerre, le Japon voit que de toute façon, il n'y a aucun espoir et que on va arriver à l'asphyxie financière et économique. Et donc le Japon se dit, eh bien, il faut attaquer en premier. Et ils vont attaquer donc la fameuse attaque de Pearl Harbor. Elle va avoir pour objectif de neutraliser le gros de la flotte américaine pour donner au Japon l'opportunité de respirer. Et en même temps, le Japon va débarquer en Malaisie pour pouvoir occuper ce territoire et l'exploiter. Donc, Pearl Harbor, c'est ça, c'est le Japon qui se dit, de toute façon, l'Amérique ne cédera pas, il est en train de nous étrangler financièrement, enfin, économiquement. Le gros de sa flotte est à Pearl Harbor, on va l'attaquer en premier pour la détruire, et on va envahir la Malaisie, et donc ça va nous donner un avantage que l'on va essayer d'exploiter. En Allemagne, c'est une totale surprise. Alors, je vous rappelle que les Américains avaient décodé les codes japonais. Ils savaient que les militaires conversaient secrètement entre eux, les militaires japonais, par l'intermédiaire de bulletins météo. Et lorsque les services secrets, les services d'écoute américains verront, comprendront qu'une attaque à Pearl Harbor se profile, ils vont avertir Roosevelt. Roosevelt ne fera rien. C'est très bien expliqué par Robert E. Theobald dans son livre The Last Secret of Pearl Harbor. Je ne crois pas qu'il soit publié en français, mais c'est un vice-amiral américain. Il a très bien expliqué comment l'Amérique a organisé une politique qui menait à la guerre contre le Japon et que lorsque Roosevelt, même quand il a su qu'une attaque était imminente, n'a rien fait pour l'éviter parce qu'il voulait justement qu'il y ait ce casus belli. Parce que les USA voulaient rentrer en guerre, il fallait participer à la croisade d'extermination du national-socialisme. Hitler, lui, ne voulait pas la guerre avec les USA. Mais sachant qu'en URSS, son pari a été perdu, le 11 décembre 1941, il déclare la guerre aux USA. Pourquoi? Pour une raison très simple. Il espère qu'en échange, le Japon va déclarer la guerre à l'URSS. Et, encore une fois, à Nuremberg, le maréchal Keitel expliquera, je vous cite, « Ce qui nous intéressait, nous, soldats, c'était l'espoir que le Japon entrerait en guerre contre la Russie. Je me rappelle que vers novembre, début décembre 1941, au moment où l'avance allemande à l'ouest de Moscou s'était trouvée arrêtée et où j'accompagnais Hitler dans une visite au front, à maintes reprises, les généraux me posèrent la question « Quand le Japon va-t-il entrer en guerre ?» La raison pour laquelle ils me posaient cette question était que, du côté de Moscou, de nouvelles divisions russes étaient engagées dans la lutte, c'est-à-dire des troupes fraîches venant de l'Extrême-Orient. Vous comprenez ? L'URSS ramenait des troupes fraîches de l'Extrême-Orient, maintenant qu'ils avaient l'hiver pour respirer, pour se réorganiser, pour, au printemps, faire face aux armées allemandes. Et l'Allemagne se disait, la seule façon d'éviter cela, c'est que le Japon déclare la guerre à l'URSS pour que l'URSS soit obligée de maintenir ses troupes et qu'elle ne puisse pas ramener des troupes fraîches, ce qui nous permettra au printemps de reprendre l'attaque et d'espérer vaincre enfin l'URSS. Et donc Hitler a cet espoir. Et voilà pourquoi il déclare la guerre à l'Amérique, aux USA, en décembre 1940. Aujourd'hui, on dit que c'était un mégalomane qui déclarait la guerre à tout le monde, mais pas du tout. Quand on comprend les stratégies, on comprend parfaitement ce qu'a voulu faire Hitler. Hitler a fait le pari que le Japon va le récompenser en déclarant la guerre à l'URSS.
et le Japon ne déclare pas la guerre à l'URSS. C'est un échec diplomatique. Donc, en cette fin 1941, dans cette lutte à la vie et à la mort, l'Allemagne a subi 2 défaites. Elle n'a pas pu écraser l'URSS et le Japon ne va pas l'aider. À partir de ce moment-là, le dernier espoir, ce sera qu'au printemps, l'Allemagne puisse attaquer pour empêcher notamment l'Amérique de ravitailler la Russie. Et peu après Pearl Harbor, le ministre des Affaires étrangères allemand, donc Joachim von Ribbentrop, va prévenir Hitler. Et voilà ce qu'il lui dit. « Nous avons 1 an devant nous pour mettre fin aux livraisons américaines à la Russie par Mourmansk et le golfe Persique. D'ici là, il faut que les Japonais aient pris Vladivostok. Si nous échouons, et si le potentiel d'armement américain et le potentiel humain russe se conjuguent, nous aurons le plus grand mal à terminer victorieusement la guerre. » Et là, Hitler se tait, car il sait que l'Allemagne n'a pas le choix. La guerre entreprise par les démocraties est une guerre d'extermination du Reich. Il n'y aura pas de paix de compromis possible. Il faut vaincre ou être laminé. Encore une fois, nous sommes dans une guerre d'extermination. Hitler, peu après Pearl Harbor, il le sait, ça. Il le sait. Et une confirmation que les démocraties mènent une guerre religieuse contre l'Allemagne va venir le 7 janvier 1942. Le 7 janvier 1942, Roosevelt s'adresse dans un discours radiodiffusé à la nation américaine tout entière. Et écoutez ce qu'il va dire, écoutez ce discours dont je prends un passage. Il parle de ses adversaires, en premier lieu des Allemands. Et il dit « Ils savent que pour nous, la victoire signifie la victoire de la liberté. Ils savent que pour nous, la victoire signifie l'institution de la démocratie, l'idéal de la famille, les principes simples de la morale commune et de l'humanité. Ils savent que pour nous, la victoire est celle de la religion. Et ils ne peuvent pas le tolérer. Il n'y a pas assez de place dans le monde pour Hitler et pour Dieu. Les nazis l'ont maintenant démontré en annonçant leur plan pour imposer au monde leur néopaganisme germanique, un plan qui prévoit de remplacer et la Sainte Bible et la Miséricorde par Mein Kampf et le glaive. Nos objectifs sont clairs, écraser le militarisme imposé par les seigneurs de la guerre à leurs peuples devenus esclaves, libérer les nations asservies, établir et protéger la liberté d'expression. Ça me fait un peu rigoler. La liberté de religion, la liberté de choix et libérer le monde de la peur. Le message était limpide. Roosevelt dit « Nous sommes les défenseurs du bien, de la lumière. Et en face, ce sont les ténèbres. Nous sommes dans une guerre, dans une croisade religieuse contre Satan, contre l'incarnation du mal. » Et voilà pourquoi une guerre comme ça ne se termine pas. Une guerre religieuse dure tout le temps, parce qu'il y aura toujours un principe du mal à découvrir quelque part.